Alors il y a 10 minutes, je viens de rendre mes affaires, je viens de démissionner. Ça fait quoi? Ça fait 2 ans que je fais des vidéos maintenant. Et j'ai l'impression que je ne vais toujours pas expliquer en fait pourquoi je l'ai fait. Et quel est mon projet pour le futur. Déjà, je vais éviter de vous faire perdre du temps. Si je démissionne, c'est absolument pas parce que... Si je démissionne, c'est absolument pas parce que j'en ai eu marre de l'audit, parce que ça s'est mal passé, ou parce que je claque la porte. Si je démissionne, c'est parce que je suis pas à la hauteur de mes ambitions. Moi, je suis né en France, j'ai grandi 7 ans au Togo, et disons que scolairement, ça a toujours été compliqué. J'ai une famille pour qui la réussite c'est important. On n'a jamais roulé sur l'or, ou au contraire. Mais l'école ça a toujours été important pour ma famille. Et moi, je ne me retrouvais pas dans cette mentalité. En fait, j'avais un peu ce truc d'essayer de systématiquement en faire le strict nécessaire pour passer à la classe supérieure, mais sans plus. C'est une stratégie qui a ses défauts. Et clairement, ce qui s'est passé pour moi, c'est qu'à la fin de la primaire, j'ai tellement abusé de ça que le dernier jour de classe, j'ai le professeur principal qui m'annonce que je suis dernier de la classe, mais que surtout, j'allais redoubler ma CM2. Parce que voilà, CM2, c'est une année qui est particulière vu qu'il y a le passage en 6e après, qui est plus exigeante que les autres, et donc ça passait pas. Je suis africain, famille africaine. Je pense que certains d'entre vous se reconnaîtront. Nous, c'est sûr, quand on fait des conneries qui plaisent pas aux parents, il y a une seule direction qui s'offre à nous. C'est le retour au bled. Donc, je me retrouve à retaper ma CM2 au lycée français de Lomé, la capitale du Togo. Et comment dire? Il faut savoir qu'à l'époque, moi j'étais obèse. J'ai passé la grosse majorité de ma vie en étant obèse. Je faisais 125 kg au maximum. Et quand je suis arrivé le premier jour de cours au lycée français de Lomé, j'étais arrivé avec des vêtements, à l'époque je m'habillais vraiment ample pour être à l'aise, gros baggy, gros pull, gros collier en or factice, grosse montre factice, et je débarquais comme un ricain, comme ça dans un lycée où personne ne me connaissait, et il y a le professeur principal qui m'accueille, il me dit bonjour, il m'accueille devant le lycée français, il me ramène jusqu'à la classe, là il prend sa main, il ouvre la porte et il me présente un peu à tous les élèves de la classe. Et là, je sens le regard, tous les regards qui sont posés sur moi. Et surtout, ce que je sens avant tout, c'est le regard de déviance. Le regard, c'est pas de la jalousie, mais c'était encore, si je me mettais à leur place, ils se disaient, putain, encore un gars qui nous vient de la métropole et qui débarque avec ses grands chevaux, comme ça, et qui va nous prendre de haut. Et moi, clairement, je vais pas passer par 4 chemins, mais disons simplement que les années que j'ai passées au lycée français, j'étais pas du tout dans le délire. Je m'entendais avec personne, j'étais associable. Surtout au niveau scolaire, j'ai dégringolé, c'est-à-dire que il faut quand même se dire que c'était la 2e année où je retape. Donc c'était ma 2e année de CM2. J'étais censé avoir plus d'aisance que la majorité des gens. Mais franchement, c'était pas du tout le cas, je foutais que dalle. Et contrairement à la France, j'avais une situation familiale qui était beaucoup plus compliquée en Afrique. Franchement, j'étais vraiment laissé pour compte. Tout le monde se battait les couilles de ce que je faisais de ma vie finalement. Et en fait, rebelote encore une fois. Il y avait un gars dans la classe qui s'appelait Akakpo. C'est pas un gars de ma famille, moi je m'appelle Dylan Akakpo, mais
Il y avait un gars qui avait le même nom de famille que moi, mais qui n'était pas du tout un cousin ou autre. Et c'était un peu le leader, soi-disant, de la classe. Il était délégué aussi. Et c'était lui qui avait la responsabilité, in fine, de nous délivrer un peu les résultats à la fin des cours. Et en fait, il s'approche de moi, il me tend la feuille, il me dit juste comme ça, « T'es sûr que t'en as Kakpo ?» Il se retourne et il part, il marche. Moi, je prends la feuille, je la retourne et je lis, je vois ma moyenne. Il y avait ce truc de moyenne supérieure, moyenne inférieure. Et en fait, je me rends compte que, encore une fois, pour ma deuxième année de CM2 redoublée, j'étais dernier de la classe. Il s'est passé un truc que j'ai pris du temps à conscientiser. C'était... En fait, je m'en foutais limite des derniers de la classe. Mais ce qui s'est passé à ce moment-là, c'est que j'ai compris que ma vie sera à tout jamais dictée par l'ego. Avoir un gars qui porte le même nom de famille que moi, qui me prend de haut, qui me dit que t'es sûr que t'en as Kakpo, toi? Non. En fait, c'était pas l'année de redoublement qui m'a piqué. C'était pas le fait d'être envoyé au bled. C'était le fait d'être pris de haut encore une fois. En fait, c'était un peu comme une révélation. Je me voyais comme le petit gros, comme ça, qu'on prenait, qu'on méprisait. Et ça m'a foutu la haine comme jamais. L'été qui a suivi, ça a mergé, c'était un peu un petit événement qui avait l'air de rien sur le moment, mais ça m'a trotté un peu dans la tête. Et j'ai compris que même si scolairement je foutais rien, j'avais beaucoup d'ego, j'avais un complexe d'infériorité, je me sens toujours d'ailleurs inférieur à toutes les personnes que je rencontre, et j'ai besoin de faire plus. J'ai besoin d'être meilleur que les autres, simplement pour me prouver à moi-même que je suis capable de faire des choses. Et c'est à ce moment-là, j'avais 10, 11 ou 12 ans, que j'ai commencé un peu à avoir ce projet. À l'époque, j'appelais ça, je disais simplement que je voulais devenir un grand homme d'affaires. C'est là que ça a commencé. Avec le temps, j'ai compris que ce que j'appelais être un grand homme d'affaires, finalement, c'est être un grand entrepreneur. Et à l'heure actuelle, c'est toujours mon ambition, et ça l'a toujours été, depuis que j'ai été conscient, depuis cet événement en plein milieu de la cour dans le lycée français de Lomé. Forcément, là se pose la question de qu'est-ce que je fous ici à la Défense? Qu'est-ce que je fous? Qu'est-ce que j'ai fait pendant pourquoi j'ai passé 4 ans en audit? Pourquoi j'ai passé 4 ans à candidater même dans un Big Four? Pourquoi c'était important pour moi de faire tout ça? Parce que c'est pas être entrepreneur tout ça, ça n'a rien à voir. Et je vais vous expliquer pourquoi. Encore une fois, c'est une question d'ego. Je me suis retrouvé en licence CCA en 2016-2017. C'était une des meilleures licences en comptabilité, contrôle de gestion et audit. Je me suis retrouvé là parce que j'ai fait STMG. Et STMG, un mal pour un bien. J'ai découvert la comptabilité. Je suis devenu passionné par la comptabilité au début. J'aimais beaucoup ça. Et de fil en aiguille, je suis devenu bon. Et grâce à ça, j'ai pu rejoindre du coup la licence CCA à l'EA Gustave Eiffel. Meilleure année de ma vie scolairement, même en globalité. J'ai vraiment kiffé cette année-là. Mais il y a un peu le vieux démon qui est remonté en moi. Ce truc de vouloir faire le strict minimum. Et là-bas, c'était très concret puisque il y avait un truc en fait à l'EA Gustave Eiffel qui faisait que on intégrait un programme licence puis master, c'était la continuité. Sauf que pour passer de licence au master, il fallait avoir 12 de moyenne. Et donc moi, toute l'année, je visais plus ou moins 12 de moyenne. J'étais limite stratégique dans ma façon
de passer mes examens pour avoir 12 de moyenne à la fin. Et j'ai presque réussi, à ceci près que j'ai pas eu 12, j'ai pas eu 11, j'ai pas eu 11,5, j'ai eu 11,9 de moyenne. Sur le moment, je vois mes résultats, je me dis, bon voilà, 0,1 point, je participais quand même beaucoup au projet de groupe, ça allait passer. Que nenni. Je ne m'entendais pas du tout avec le responsable de promo. J'avais une grande gueule. Et il me convoque le dernier jour. Je crois qu'on était en juillet même. Et il me convoque et il m'annonce que finalement, j'allais pas être retenu. Il me fait comprendre que même si j'avais eu 12 de moyenne, c'était pas intéressant pour eux. Et je le comprends parce que c'est un jeu à somme nulle. Le fait de me garder en master, ça privait un potentiel candidat qui lui avait les crocs. Donc quelque part, je prenais la place de quelqu'un qui était plus motivé que moi pour y arriver. Donc il m'annonce ça, et forcément on est en juillet, et en juillet t'as pas le temps de te retourner. Donc moi je me retrouve sans formation, sans projet, je me retrouve avec la pire année de ma vie. Je passe un an enfermé dans ma chambre, je me réveillais à 14h-15h, je reprenais beaucoup de poids, j'étais en face aussi à d'autres addictions qui me bouffaient. Et j'avais les volets fermés, j'étais vraiment dans ma chambre H24. Et de temps en temps, comme ça, je prenais mon téléphone, j'ouvrais LinkedIn et j'avais des notifications d'un tel qui était pris KPMG à Paris, en comptabilité. Un autre qui partait au Luxembourg, à Deloitte, comme ça. Et c'était des gens qui n'étaient même pas forcément particulièrement motivés pour ces formations-là. Ils avaient juste candidaté, ils étaient pris. Et je voyais comme ça, autour de moi, des gens qui décrochaient des contrats qui me faisait rêver. Et moi, pour resituer la chose, j'étais vraiment voilà, au fond du trou dans ma chambre à regarder ça en me disant mais qu'est-ce que je vais devenir? En fait, j'étais devenu aigri, j'avais la haine. J'avais la haine parce que je me disais mais pourquoi ça m'arrive à moi quoi? Ce qu'il faut comprendre, c'est qu'à l'époque, l'audit, c'était un peu comme le M&A d'aujourd'hui. C'est-à-dire que c'était ce qui faisait rêver tout le monde. L'audit en Big Four, c'était le Graal. Même pour les gens de ma formation, des gens qui ont fait Gustave Eiffel en licence, avoir un Big Four en audit, parce que beaucoup allaient en comptabilité, c'était gros, c'était excellent, c'était bien. Peu de gens y arrivaient. C'est simple. J'étais dans la chambre et je me suis juré, je me suis dit, le jour où je reviendrai en finance en master, ce sera nulle part ailleurs que dans un Big Four. C'était pas une question de carrière, c'était pas une question de CV. Encore une fois, c'était une question d'ego. Ce que je savais pas, c'est que ça allait me prendre 4 ans pour réussir à rentrer dans ce Big Four là. 4 ans à candidater à prendre des refus sans comprendre pourquoi. 4 ans à candidater à me faire bouffer par des bots sans comprendre pourquoi. 4 ans à voir des gens de ma promo, encore une fois, qui n'étaient même pas motivés, qui connaissaient à peine la comptabilité, qui étaient pris en claquant le petit doigt et qui étaient pris comme ça facilement. Encore une fois, je ne comprenais pas. Je me prenais refus sur refus sur refus sur refus. Encore une fois, j'avais cet ego qui remontait. Mais cette fois-ci, il y avait un truc qui était différent. C'est que la licence, ce qui m'était arrivé en fait en 2017, à la licence avait laissé des traces. Et c'est quand on atteint le fond du trou, et c'est quand on atteint le fond du trou qu'on trouve des moyens de se relever. Et moi, entre-temps, avec cet échec de la licence, je m'étais remise en question. J'avais perdu du poids, j'ai commencé à développer une discipline de fer que je maintiens jusqu'à aujourd'hui. Je fais du sport toutes les semaines, Covid ou pas,
30 degrés ou pas, pluie ou pas, malade ou pas, je m'en fous. Je respecte mes disciplines, c'est tout. Et ça, c'est un truc que j'ai développé pendant cette année où j'étais dans le fond. Et c'est une discipline que j'ai gardée pour les Big Four. Je me suis dit, je m'en bats les couilles de ce qui allait arriver. J'allais décrocher mon contrat quoi qu'il arrive. 4 ans après, il y a 3 ans, je réussis à rentrer dans un Big Four que je viens de quitter, il y a 10 minutes. Et là, forcément, je voulais faire mes preuves. Je voulais me prouver que moi aussi, j'allais pouvoir y arriver. Vu que je m'étais foiré pendant ma scolarité, c'était le moyen pour moi de me rattraper. Et ça a marché. J'ai bien réussi au sein du Big Four. J'ai fait partie des meilleurs de ma promo. J'ai jumpé, j'ai chopé un grade. Et j'ai sauté un grade et ça a bien fonctionné pour moi. J'ai été bien entouré aussi de bons managers, de bons gens des personnes qui m'ont fait confiance. Donc j'ai vraiment réussi, quoi. Mais ce qui s'est passé, c'est qu'à la fin de la première année, quand j'ai commencé à voir que finalement je réussissais et que j'avais fait mes preuves, j'avais 26-27 ans. C'était à la fin, c'était quelques temps après, c'était après décembre 2022. C'était après 25 ans, du coup je me demande un peu, je me rapproche de la trentaine. Et en fait je me rends compte que je suis complètement à la ramasse. Parce que je me dis que moi j'ai des grosses ambitions pour être franc. Et je m'imaginais quand j'étais plus jeune qu'à 30 ans je serais déjà avec un business qui pèse des millions d'euros. Et ce qui s'est passé, c'est qu'en 2022 j'ai fait les comptes. Compte à Fine, c'était tout jeune. Et quand j'ai fait les comptes sur un fichier Excel, j'ai vu le chiffre d'affaires, 297 euros. Je me suis dit, putain, j'ai bientôt 27 ans, j'approche de la trentaine, je fais 297 euros, alors qu'à cet âge-là, je pensais que je serais proche du million d'euros, quoi, des millions d'euros de business. Et là, je me suis dit, non, c'est pas possible, il faut que je le change. J'ai fait la meilleure chose que je pouvais faire, une chose qui m'est utile encore aujourd'hui pour savoir exactement où je vais. J'ai ouvert Google Calendar et j'ai fait un rétro-planning de ma vie. Et je me suis dit, de 27 à la fin de ma vie, jusqu'à 80 ans, qu'est-ce que je voulais faire année après année. Et je me suis même projeté plus loin. Je me suis demandé quelle trace je voulais laisser une fois que je serais mort. Donc après ces 80 ans théoriques, je me suis demandé, si jamais, c'est ce qu'on appelle une chronique nécromancienne, je crois, si jamais on rédigeait des articles sur moi, qu'est-ce qu'on dirait? Et du coup, j'ai fait mon plan de vie sur cette période-là pendant quelques mois. Et c'est à ce moment-là que j'ai compris qu'en 2024, ce serait l'année où je démissionnerais. Au bout d'un moment, il est temps d'assumer ses ambitions. Et moi, je vais vous dire clairement les choses. Je vais passer les prochaines années de ma vie, je vais me buter. Quand on est footballeur, on veut gagner la Coupe du Monde. Peut-être le Ballon d'Or. Quand on est politique, quand on est un politique, on veut être président. Je sais pas, quand on est acteur, on veut avoir l'Oscar. Quand on est entrepreneur, qu'est-ce qu'on veut? On veut créer une boîte qui pèse des millions d'euros. Je ne sais pas comment le dire autrement, mais à partir de maintenant, je veux changer la façon dont les gens candidatent en audit et je veux créer la plus grosse boîte que je puisse faire à mon niveau. Je vais passer les prochaines années à me buter à ça. Je sais qu'on entend parfois le discours de faire attention, équilibre vie pro, vie perso. Moi, je ne suis pas dans cette mindset-là. Moi, je vais tout faire, peu importe ce que ça va me coûter, à partir de maintenant, pour créer la chose la plus grosse que je puisse créer de ma vie.